L'élection présidentielle en Tunisie suit son cours. La mission d'observation déployée par l'Union européenne a estimé mardi que le premier tour de la présidentielle avait été transparent. En Algérie, le pouvoir a fixé la date d'une élection présidentielle au 12 décembre. Un passage en force risqué et voué à entrer en collision avec le refus du mouvement de contestation qui ne faiblit pas au fil des mois. En RDC, l'ex-ministre de la Santé a été transféré mardi au parquet 3 jours après son arrestation par la police. Oli Ilunga est soupçonné d'avoir détourné des fonds alloués à la lutte anti-Ebola. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur 6 cas que nous ouvrons par la République démocratique du Congo avec l'ex-ministre de la Santé qui a été transféré mardi au parquet 3 jours après son arrestation par la police. Oli Ilunga est soupçonné d'avoir détourné des fonds alloués à la lutte contre le virus Ebola. Reportage. L'ancien ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, avait démissionné le 22 juillet en désaccord avec le président Félix Tshisekedi qui venait de lui retirer la conduite de la riposte anti-Ebola. Le docteur Ilunga est accusé depuis d'avoir détourné 4 300 000 $ mis à sa disposition pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui a tué plus de 2000 personnes dans l'est du pays depuis le 1er août 2018. Son entourage affirme qu'il n'a reçu du trésor public que 2 400 000 $ en 11 mois pour lutter contre Ebola. La police l'avait interpellé en l'accusant de vouloir quitter la RDC via le Congo-Brazzaville. Il avait été interdit de quitter le territoire national quelques jours après sa première audition fin août. L'ex-ministre a promis de se défendre avec la plus grande énergie pour son honneur, ont fait savoir ses avocats. L'ex-ministre doit être entendu par un magistrat. Âgé de 59 ans, médecin de profession, le docteur Oli Ilunga était le directeur médical des cliniques de l'Europe à Bruxelles jusqu'à son entrée au gouvernement fin décembre 2016. En 2014, il avait coordonné l'évacuation sanitaire en Belgique du père de l'actuel président, l'opposant Étienne Tshisekedi, qui a été soigné aux cliniques de l'Europe. Le barreau national des avocats du Cameroun est en grève depuis ce 16 septembre dans toute la République du Cameroun. Ceci malgré l'ouverture du dialogue avec le gouvernement camerounais le 3 septembre dernier. En effet, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau national du Cameroun avait décidé le 31 août dernier de suspendre le port de la robe et de la non-fréquentation des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire du 16 au 20 septembre pour protester contre la conditions de travail. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant dans la région. Les tribunaux camerounais tournent au ralenti depuis ce lundi 16 septembre avec de très nombreux reports d'audience, une action symbolique pour 5 jours de mobilisation des avocats contre leurs conditions de travail. Dans la ville de Douala, à l'exemple de maître Patrice Oum, tous les hommes à robe noire ont décidé de rester dans leur cabinet. Certains vont au palais et que d'autres restent à la maison, ça ne donne pas une bonne image de la profession. On peut ne pas partager le point de vue, mais par solidarité, je pense qu'on a intérêt à rester chez nous et à suivre le mouvement qui a été impulsé par le Conseil de l'ordre, le bâtonnier de l'ordre. Et à cet ordre, à la tête, il y a un bâtonnier. Et accompagné par le Conseil de l'ordre, ils ont pris une résolution et tout. Nous la respectons. Une situation qui pénalise cet usager. Bon, je suis arrivé au parquet, là, je n'ai pas trouvé mon avocat. C'est ça qui me dérange. Je suis un peu dérangé, l'absence de mon avocat. Il ne sait pas comment ça va se passer. C'est lui qui connaît le fond du dossier. Dans ce mot d'ordre, en effet, les avocats au barreau du Cameroun égrènent un chapelet de grève. Nous revendiquons certains droits et ces droits également doivent être respectés de l'autre côté. Ce mouvement de grève des avocats du Cameroun pourrait par ailleurs prendre d'autres formes au terme de celui qui a débuté ce lundi. Naturellement, le Conseil de l'ordre prendra ses responsabilités et les membres de l'ordre des avocats que nous sommes, on les suivra. Pour rappel, la fameuse crise sociopolitique dans les 2 régions anglophones du Cameroun avait débuté en fin 2016 par une grève des avocats et enseignants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, elle est devenue incontrôlable malgré les multiples appels au dialogue.
Et justement, lenteur judiciaire, violation des droits de la défense, victime présumée d'entrave à l'exercice professionnel et d'atteinte physique. Voilà quelques griefs qui ont poussé donc les hommes en robe noire à délaisser les audiences dans les tribunaux au Cameroun. Un compte rendu de Narcisse Oumtoujou, notre correspondant dans la région. Comment comprendre la grève initiée par les avocats au barreau du Cameroun depuis ce 16 septembre 2019? Lors de la section du 31 août dernier, l'ordre des avocats au barreau du Cameroun avait débattu les questions relatives à l'entrave à l'exercice professionnel et aux atteintes physiques contre les avocats, d'après les résolutions rendues publiques par Charles Tchakounté Patier, le bâtonnier de l'ordre. L'ordre avait constaté dans la dite résolution que très souvent, le libre accès des avocats à leurs clients dans les lieux de détention leur est refusé. Citant le secrétariat d'État à la Défense, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les prisons. Pour tenter de désamorcer cette grève, le gouvernement camerounais avait ouvert le dialogue. Lors de cette rencontre, les avocats avaient alors crié leur ras-de-bol face à un système judiciaire qui bafoue le droit à la défense. Parce que le gouvernement, les autorités publiques ont pris un certain nombre de dispositions pour régler les préoccupations, en tout cas celles des préoccupations qui ont été exprimées. Le ministre délégué à la Justice, Jean de Dieu Momo, qui avait rencontré les avocats, avait émis le vœu de voir le Conseil de l'ordre des avocats reconsidérer son mot d'ordre de suspension du 16 au 20 septembre 2019 en vain. Nous allons donner des orientations pour que les griefs qui ont été décriés ne soient plus à l'avenir. À noter, la non-fréquentation des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire intervient dans un contexte d'inquiétude face à des dérives du pouvoir camerounais. L'élection présidentielle en Tunisie suit son cours. La mission d'observation déployée par l'Union européenne a estimé mardi que le premier tour de cette présidentielle avait été transparent. Reportage. La présidentielle en Tunisie constitue une étape supplémentaire dans la construction de la démocratie, d'après le chef de mission et vice-président du Parlement européen. La campagne a été pluraliste, selon les observateurs européens qui ont néanmoins réitéré leurs réserves quant à l'équité du scrutin du 15 septembre. Tout en reconnaissant l'indépendance du pouvoir judiciaire, la mission constate que les autorités concernées n'ont pas pris les mesures nécessaires permettant à tous les candidats de mener campagne dans le respect du principe d'égalité des chances prévu par la loi tunisienne, faisant référence à l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui. Nous sommes obligés, selon la Constitution, de garantir le droit de vote et le droit de se présenter aux élections. Aujourd'hui, nous avons un candidat qui a demandé qu'on lui garantisse une campagne électorale équitable. Nous allons demander, comme nous l'avons fait avant, à la justice de lui donner une chance de mener une campagne électorale sous n'importe quelle forme. Et nous savons qu'il y aura un débat télévisé à la télévision tunisienne. Nous allons demander l'autorisation de la justice de le laisser participer à ce débat télévisé. Et le dernier mot revient à la justice. Les résultats préliminaires officiels sont tombés mardi. Le second tour de la présidentielle en Tunisie opposera l'universitaire indépendant Kaïs Saïd et l'homme d'affaires actuellement en prison Nabil Karoui, d'après l'instance électorale. Saïd a obtenu 18,4% des voix et Karoui 15,58%. Le taux de participation final s'est situé à 49%. Les deux candidats arrivés en tête ont fait campagne en s'appuyant sur le sentiment de rejet des Tunisiens vis-à-vis de la classe politique aux manettes depuis la révolution de 2011. En Algérie, cette fois, le pouvoir a fixé la date d'une élection présidentielle au 12 décembre. Un passage en force risqué et voué à entrer en collision avec le refus du mouvement de contestation qui ne faiblit pas au fil des mois. Cette annonce ne faisait guère de doute depuis la prise de position en ce sens, début septembre, du chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah. Les Algériens réagissent diversement à l'annonce du président par intérim. Ils sont une mafia et je ne voterai pas pour eux et ne ferai pas attention à eux. À mon avis, ils ne sont pas présents sur le terrain et pas dans mon intérêt. Le chef de l'État lui-même, le Parlement, le gouvernement et le système sont tous illégaux. Par conséquent,
Ils ne sont pas sérieux et je ne les soutiens pas. Les militants, les participants au mouvement populaire et ceux qui refusent cette élection sont ceux qui ont raison. Je sais que le 12 décembre, le peuple algérien ira voter dans les urnes. N'ayez peur de rien et choisissez le bon homme parmi les 20 ou 30 personnes désignées légalement. Hier, nos voisins tunisiens ont librement choisi 2 personnes lors du premier tour de l'élection présidentielle. Depuis une semaine, les autorités intérimaires avaient lancé une course contre la montre pour respecter le calendrier fixé par Gaïd Salah. Le Parlement a adopté, au pas de charge, un nouveau dispositif législatif, une loi sur la création d'une autorité indépendante chargée des élections et une autre sur la révision de la loi électorale. Les manifestants réclament le départ de l'ensemble du système au pouvoir ces dernières décennies avant tout scrutin et une précédente tentative d'organiser une présidentielle pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika a échoué avant l'été. Dans sa volonté de passer en force, le pouvoir pourrait aussi se heurter à une difficulté de taille, l'absence de candidature sérieuse au scrutin du 12 décembre. Et pour l'heure, la plupart des personnalités d'envergure expriment toujours publiquement leur opposition. Depuis 2017, plus de 14 000 jeunes Nigérians, en grande majorité sans diplôme, sont rentrés dans leur pays d'origine via le programme de retour volontaire des Nations Unies, après avoir vécu l'enfer, bloqués pendant des mois, parfois des années en Libye. De retour dans leur pays, ils se retrouvent confrontés à une vie encore plus difficile que lorsqu'ils sont partis, criblés de dettes, sans emploi, brisés pendant leurs rêves par les tortures infligées par les trafiquants. Ils sont complètement désabusés. Reportage. Gloria rêvait d'une carrière dans la mode à l'étranger. Aujourd'hui, elle travaille dans cet atelier de survêtements synthétiques. Depuis son retour à Benin City, elle coud à la chaîne pour $40 par mois. Comme de nombreux Nigérians qui ont tenté de fuir la misère, le voyage de Gloria s'est arrêté en Libye sur le chemin de l'Europe. Mon père pensait que si je partais, je pourrais venir en aide à la famille. Donc quand je suis revenue, je n'ai raconté qu'à lui tout ce que j'ai vécu. Quand les autres me demanderont, je ne le raconterai pas. Comme elle, 14 000 jeunes Nigérians sans éducation et bloqués en Libye sont rentrés au pays depuis 2017 grâce à un programme des Nations Unies. L'État d'Edo leur met à disposition une allocation d'une centaine d'euros environ. Pour tenter de se réinsérer, ils suivent un programme de formation. C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, qui sont pour certains des migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Des choses qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement. Nous ne voulons pas seulement qu'ils soient embauchés, mais aussi qu'ils évoluent. Au Nigeria, 55% des moins de 35 ans n'ont pas d'emploi. C'est le cas de Tike, qui a tenté de rejoindre l'Europe en 2017. Malgré une formation de boucher, il est au chômage depuis son retour. C'est dans ce minuscule de pièces qu'il doit vivre avec sa femme et sa fille. Quand j'étais en Libye, je me disais « il faut que tu survives » et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais si j'ai pu survivre 4 jours dans le désert sans manger, alors je peux jeûner dans mon pays pendant 1 mois. Je suis mieux ici. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye. La grande majorité d'entre eux sont dans des centres de rétention ou entre les mains des mafias et des milices locales. C'est cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.